Collègues, bonsoir. Donc pour cet après-midi, on va voir l'insuothérapie fonctionnelle. C'est un atelier que je vais animer avec Dr Hannachi et notre diététicienne, mademoiselle Sitouf. Donc l'insuothérapie fonctionnelle ou l'insuothérapie flexible, donc c'est un outil, c'est un programme éducatif qui permet donc d'équilibrer le patient diabétique de type 1 ou des diabétiques de type 2 sous schéma intensifié. Donc l'équilibrer, certes, donc réduire l'HbA1c, ça a été démontré. Surtout les Anglais, ils ont travaillé énormément sur l'insuothérapie fonctionnelle à travers le programme qui s'appelle DAFNE, Dose Adjustment for Normal Eating, c'est-à-dire comment ajuster l'insuothérapie pour équilibrer un patient diabétique en fonction du repas. C'est-à-dire c'est un programme qui a eu pour but une liberté alimentaire pour le patient diabétique de type 1, donc au Royaume-Uni, donc en Angleterre. Et c'est un programme qui a commencé très simplement par des ateliers calcul des glucides et qui s'est développé avec le temps. Et c'est devenu tout un programme éducatif structuré, donc qui a amélioré nettement la prise en charge des diabétiques de type 1 dans les pays anglo-saxons, donc dans le Royaume-Uni, mais après en Allemagne et aux États-Unis. Donc on va voir une vignette clinique, on va discuter ensemble pour voir un petit peu les principes d'insuothérapie fonctionnelle. Donc c'est un jeune de 15 ans, donc on fait la transition au niveau du service qui a été adressé pour prise en charge de son déséquilibre glycémique. Walid, il a 15 ans, diabète de type 1 depuis l'âge de 6 ans. Donc il fait un déséquilibre glycémique. Donc dès qu'il est rentré au lycée, donc il y a une liberté alimentaire qui est devenue de plus en plus importante. Donc il commence à manger dehors, donc il perd un petit peu ses repères. Durant l'enfance, on mange à la maison, c'est le repas préparé par la maman, c'est des doses fixes, mais après c'est plus de liberté alimentaire. Et donc il y a eu cette variabilité glycémique, ces élévations glycémiques, et il y a eu une difficulté à gérer son diabète. Donc déséquilibre glycémique. Et ce patient, cet adolescent est demandeur de liberté. Donc je veux vivre comme les autres. Il y a une demande, un besoin de liberté alimentaire. Ce n'est pas une liberté pour, c'est-à-dire manger n'importe quoi, mais c'est une liberté qui est demandée pour vivre comme les autres adolescents, donc pouvoir sortir et manger dehors sans provoquer de déséquilibre glycémique. Vous allez voir qu'il est sous schéma basal bolus, certes, mais les doses sont assez importantes. On va les voir après. 76 unités par kilo. Selon vous, pourquoi on a ces doses augmentées? C'est l'âge. C'est la puberté. Non, c'est la croissance. C'est la puberté et la croissance. 15 ans, on dépasse les 1 unité kilo dans le diabète de type 1. Surtout chez l'homme plus que la femme, parce que la croissance, la puberté, elle est plus allongée chez l'homme comparé à la femme. Donc 67 kg, BMI à 25, donc il frôle le surpoids. Et 6 juin, c'est son niveau d'équilibre dans le temps, 7,5, vous voyez 7,3, mais les dernières années, on voit qu'il monte. Ces dernières années coïncident avec, c'est-à-dire l'entrée au lycée et le changement du mode alimentaire chez ce patient. Donc, heureusement, il n'a pas de complications, donc micro-angiopathique, tout est normal. Donc finalement, on fait un profil glycémique. Il est sous analogue rapide, 8 unités le matin, 12 unités à midi, 8 unités à 16h et 12 unités le soir, et 36 unités de lente. Et vous voyez un petit peu le profil glycémique de ces patients, et vous allez remarquer que c'est un patient qui varie sa glycémie. Finalement, comment titrer? C'est ça le problème. Vous recevez ce patient en consultation à l'hôpital du jour. Lorsqu'on voit que ici c'est 0,95, ici c'est 2,45 g, ici c'est 1,70, comment titrer la basale? Oui, c'est-à-dire c'est problématique. Ici à midi 1,67, 2,20 g, 1,60, après ici 2,83, le lendemain 1,10 g. C'est ça la difficulté pratique de prendre en charge un diabétique de type 1. C'est cette variabilité d'un jour à l'autre des chiffres glycémiques qui est liée certainement au glucose exogène. Parce que le glucose endogène, il est stable d'un jour à l'autre. La production hépatique du glucose, chez les diabétiques, elle est stable, elle ne change pas. Par contre, le glucose exogène, il change.
Et d'où cette problématique de gérer. Dans ce cas de figure, on ne peut pas titrer comme ça. C'est impossible. Si je touche, ça sera une variabilité glycémique, ça sera une instabilité glycémique hypocratique. C'est le médecin qui provoque l'instabilité. Parce que si je touche aux doses, il va vous faire des hypos et des hyper. Donc finalement, il faut voir le problème dans sa profondeur. Donc il faut décider. Parce que dans les schémas basal bolus, pour faire court, il y a deux schémas. Soit j'opte avec le patient, c'est une médecine centrée sur le patient. Qu'est-ce que veut le patient? Il ne veut pas changer ses doses, je dois fixer la ration glucidique. Ce qu'on appelle les basal bolus fixes. Il vous demande une liberté alimentaire, il y a un accord entre le médecin. Ah oui, il y a cette liberté, mais il y a une éducation qui va avec, c'est l'insuthérapie fonctionnelle. Il faut qu'il y ait une flexibilité dans les doses d'insuline, il faut qu'il bénéficie d'une éducation thérapeutique, comment adapter l'insuline en fonction de la ration glucidique. Donc, il faut toujours profiler le patient et aller vers un schéma qui va avec le patient. Soit il va vers la stabilité des doses, et là je dois l'éduquer pour stabiliser sa ration glucidique, soit il veut une liberté, il est motivé pour apprendre, et là je vais l'intégrer dans un process de l'insuthérapie flexible. Donc, oui, docteur Hanef? Oui, l'observance, elle est très très importante. C'est pour ça qu'il faut toujours checker est-ce qu'il fait les bonnes doses. Il y a les doses prescrites, il y a les doses faites par le patient. Donc finalement, les besoins, c'est plus de liberté dans les repas. Donc le problème, c'est le déséquilibre glycémique. Donc il y a une nécessité d'insuthérapie flexible. Le problème avec l'insuthérapie flexible, c'est la contrainte de l'éducation. Donc il faut qu'il y ait quand même une motivation du patient, une demande et une motivation pour pouvoir l'éduquer. Si le patient, on ne peut pas l'accrocher, il ne veut pas faire d'efforts, c'est problématique. Donc il faut qu'il y ait toujours l'accord et la motivation et l'adhérence à ce process de flexibilité dans les doses d'insuline. Donc le but, c'est d'améliorer l'équilibre glycémique, certes, mais réduire le nombre des hypoglycémies. Et également, on est dans l'adolescence, il veut mener une vie normale, il y a la qualité de vie qui est très importante. Vous voyez que l'insuthérapie fonctionnelle, c'est ses objectifs, c'est équilibré, sans effet secondaire, sans hypoglycémie, mais également améliorer la qualité de vie et le vécu du patient diabétique de type 1. Donc on est censé répondre, l'insuthérapie fonctionnelle, à certaines questions. C'est-à-dire lorsqu'on lance un programme d'insuthérapie fonctionnelle avec un patient, on est censé répondre à certaines questions. Quels sont les besoins de base en insuline basale chez ce patient? Donc, les besoins de base, c'est les besoins pour le glucose endogène, c'est pour le foie, c'est pour freiner la production hépatique du glucose. Donc, les besoins de base, ils sont stables chez les patients diabétiques de type 1. Ils ne varient pas, mais ils varient en fonction de la prise pondérale, en fonction de la résistance à l'insuline. Donc, s'il augmente son poids, il augmente sa résistance, les besoins de base augmentent. S'il fait un régime, il maigrit, il fait de l'activité physique, il améliore sa sensibilité à l'insuline et il va nécessiter moins de doses de basal. Mais grosso modo, sur des mois, cette dose reste stable. Mais il faut... Voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut la définir, cette dose de basal. Parfois, c'est difficile. Je vous renvoie au cycle glycémique. Ici, finalement, est-ce que 36, elle est suffisante? Elle n'est pas suffisante. Il fait 0,95 pour nous, elle est suffisante. Mais si le médecin voit 2,45, il peut augmenter la dose. 1,70, il peut augmenter la dose. Donc finalement, quel est le besoin réel en insuline basale pour neutraliser la production hépatique du glucose? Donc la deuxième question, c'est quels sont les besoins en insuline prandiale? Ça, c'est la deuxième étape qui est difficile parce que le glucose exogène est variable. Donc, il y a tout un travail avec le patient pour définir, pour quantifier déjà les glucides, calculer ces glucides et définir un ratio insuline-carbohydrate, insuline-glucide, qui va l'utiliser pour changer sa dose d'insuline en fonction du calcul des glucides. La troisième question, c'est comment corriger les hyperglycémies. L'être humain, le diabétique de type 1 n'est pas un robot. Il peut manger, il peut oublier sa dose d'insuline. S'il oublie sa dose d'insuline, il est à 5 grammes. Comment corriger cette hyperglycémie? Et la dernière question,
comment corriger les hypoglycémies parce qu'on a remarqué qu'il y a un resucrage abusif. Donc, la première question, comment identifier les besoins de base? Donc, pour l'audience, j'ai besoin de 3 réponses. Donc, comment identifier les besoins de base chez un patient diabétique de type 1? S'il vous plaît. Oui? Oui? La glycémie à jeun, oui, très bien. Oui, profil glycémique. Jeûne glucidique. Oui, les hypoglycémies nocturnes. Saut de repas, oui. Mais comment structurer? C'est-à-dire du plus simple au plus complexe. Le plus simple, c'est de voir la glycémie à jeun. Si elle est bien tout le temps, c'est une bonne dose de base. Mais si elle est variable comme notre sujet, qu'est-ce qu'il faut voir? Il y a un deuxième élément. Pas la postprandiale, c'est le bedtime. C'est la préprandiale après le dîner. C'est-à-dire, c'est 3 heures, 4 heures après le dîner. Parce que la postprandiale peut... Donc, je raffine. Après, de temps en temps, il faut checker la glycémie à 3 heures du matin pour voir est-ce que le patient il est bien couvert sous insuline basale. Parce que si vous titrez, il y a un risque hypoglycémique qui va freiner cette titration. Le risque hypoglycémique, il est évalué à 3 heures du matin. Donc j'ai commencé par la glycémie à jeun. Après, je vais regarder le démarrage, c'est la glycémie au coucher. Après, je check le risque hypoglycémique à 3 heures du matin. Il y a également dans le profil glycémique cette dynamique entre le bedtime et la glycémie à jeun. Donc si il y a un différentiel de plus de 50 mg par décilitre, il y a un risque d'hypoglycémie nocturne. Supposons un patient, il dort avec 1,80, pas la postprandiale du dîner, le bedtime, il se lève avec 1 gramme, il y a un différentiel de 80 mg, c'est un patient qui est surdosé en insuline basale. Donc la basale n'est pas censée réduire la glycémie du bedtime vers c'est-à-dire à jeun de plus de 50 mg par décilitre. Donc ce delta, il faut le voir. Vous voyez que déjà, on commence à raffiner de la glycémie à jeun, du bedtime, de la glycémie à 3 heures du matin, de cette dynamique glycémique du bedtime vers le lever. Après, il y a les sujets instables. Il y a des sujets qui nous posent énormément de problèmes. C'est-à-dire, avec ça, on ne peut pas voir. C'est également très variable. Et là, on fait des tests. Parce qu'en endocrinologie, on raisonne en statique, mais si on n'arrive pas à trancher, on est dans la dynamique. Dynamique, c'est quoi? C'est qu'il faut tester. Premier, ce qui a été fait, surtout en France, c'est l'épreuve de jeûne. L'épreuve de jeûne, c'est de faire jeûner le patient. C'est de le faire jeûner pendant 24 heures jusqu'à 48 heures et voir, c'est-à-dire les besoins en insuline basale. Parce que l'insuline basale, c'est une insuline pour le foie. Pour le tissu adipeux, elle n'a pas de relation avec le repas. D'accord? Donc, c'est l'épreuve de jeûne. Comme un exemple, ici, oui. Oui, il peut jeûner, il n'y a pas de problème. 24 heures, c'est suffisant. Hospitalisé, en milieu hospitalier, sous surveillance. Donc, par exemple, le bedtime, il se lève ici, il dort avec 1,30. Je commence l'épreuve de jeûne le soir, il se lève à 1,50. Qu'est-ce que je fais? Je fais une unité d'insuline. Parce que, on va le voir après, j'ai une estimation du facteur de sensibilité. Et je vais voir comment il va évoluer. Une unité d'insuline, ça me permet de voir également le pouvoir hypoglycémique d'une unité d'insuline. Parce que j'ai mis une unité de 1,50, il va évoluer à combien de glycémie. Après, je surveille, ici. Après, l'après-midi, en fin d'après-midi, il fait une hypoglycémie. Ce n'est pas en rapport avec la rapide, parce que la rapide, son action, c'est 4 heures. Donc, c'est en dehors de l'action de la rapide. Donc, c'est la basale qui est surdosée, parce qu'elle a provoqué ici une hypoglycémie. Et lorsque le patient fait une hypoglycémie, c'est ça les principes de l'épreuve de jeûne, je donne une ration glucidique pour éduquer le patient. Quand je vais vous donner 20 grammes, et vous allez voir le pouvoir. Ce n'est pas hypoglycémiant, mais hyperglycémiant, d'une ration glucidique de 15 ou de 20 grammes, il va monter et je vais tirer des conclusions. Ça, c'est caricatural parce que l'épreuve de jeûne, elle est plus difficile que ça.
elle a des limites. Quelles sont les limites de l'épreuve de jeûne? Donc la première limite, c'est la nécessité d'une hospitalisation. Ce qui est difficile avec l'augmentation du nombre de diabétiques. C'est de l'hospitaliser. Deuxième limite, c'est quoi? C'est que lorsqu'il fait une hypo, on ne peut pas analyser après, parce qu'il y a un changement de la sensibilité à l'insuline. Par exemple, ici, s'il fait une hypo, je ne peux pas prendre en considération tout ce qui vient après l'hypoglycémie. Parce qu'en post-hypo, il a été démontré qu'il y a une résistance à l'insuline. Et moi, dans l'épreuve de jeûne, je veux identifier la sensibilité à l'insuline. Donc l'hypo, surtout si elle arrive en début, donc au début de l'épreuve, c'est problématique parce qu'elle va vous fausser tous les calculs. Il ne connaît pas la durée du jeûne, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la résistance pour épargner les substrats énergétiques. Donc c'est ça les limites de l'épreuve de jeûne, c'est pour ça que les Américains, ils préfèrent faire une alternative à l'épreuve de jeûne, c'est les sauts de repas. Les sauts de repas, c'est ce qu'on appelle un jeûne transitoire, transitoire sur une fenêtre de jeûne. Je fais une fenêtre de jeûne, j'analyse la couverture en basale sans perturber l'organisme, parce qu'il n'y a pas de risque. C'est-à-dire, s'il y a une hypo, j'ai fait une épreuve sur une durée limitée, je ne vais pas explorer les autres tranches horaires. Et également, je ne vais pas mettre le patient dans une situation de jeûne prolongé, plus de 7 heures, 8 heures, qui va changer sa résistance à l'insuline. Donc finalement, en alternative à l'épreuve de jeûne qui est compliquée, qui nécessite une hospitalisation, on peut faire des sauts de repas. C'est très facile à implémenter en pratique parce qu'on peut le faire en ambulatoire. Par exemple, comme un exemple, chez ce sujet, je doute ici de l'interférence du repas. Je lui demande de prendre une collation à 16 heures et de ne pas prendre ni le dîner, ni l'injection de la rapide du dîner. Et je vais voir l'action de la basale sur la glycémie à jeun. Oui, ça sera net. Donc je vais évaluer la période nocturne en faisant un saut du dîner. Oui. Après, si je veux, par exemple, j'ai un problème. Un patient, il me pose un problème. J'ai besoin de voir la couverture en insuline. Est-ce qu'elle couvre les 24 heures? Je fais un saut de la collation de 16 heures. Oui. On peut le répéter. C'est ça l'avantage, c'est qu'on peut la répéter. Le saut de repas. Par exemple, je suspecte un échappement de la basale. À 16 heures, il y a une diminution d'heures. Quand vous ne mangez pas à 16 heures, vous prenez le déjeuner, la rapide du déjeuner, qui va couvrir jusqu'à 16h, 17h. Après, on va analyser de 16h, 18h, 20h. Si je trouve qu'il y a une élévation spontanée, c'est un échappement de la lente. Je peux analyser des tranches horaires et je peux répéter cette épreuve plusieurs fois sans hospitalisation du patient. En fonction de la tranche horaire qui vous pose problème. Bien sûr, si je trouve une variabilité de la glycémie à jeun, ce qui me provoque cette variabilité de la glycémie à jeun, c'est souvent le repas du soir. Bien sûr. Une pizza mangée à 20 heures, vous savez, une pizza au fromage, la glycémie postprandiale peut durer 10 heures. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est l'effet du repas ou l'effet du repas, ou là c'est un échappement de la basale, c'est-à-dire le soir, elle n'agit pas très bien. Donc c'est pour trancher, c'est pour réduire les variables, pour analyser l'effet de la lente. Les sauts de repas, par exemple, chez ce patient, on fait un saut de repas. Vous voyez les hyperglycémies en post-hypoglycémie. Lorsqu'on saute un repas, vous voyez, si on a un surdosage en insuline basale, la basale va tirer vers le bas. Parce que s'il mange le soir, il est à 4 grammes à minuit. On ne peut pas démasquer le surdosage en insuline basale. Je ne sais pas s'il est surdosé ou pas. Par contre, si je fais un repas, si je fais un saut de repas, vous voyez, ici, il a frôlé l'hypo, mais ici, lorsqu'il a une bedtime qui se rapproche de 1,80, ici, c'est la suite. Ici, c'est minuit, 2h du matin à 4h du matin. Et
de 2 grammes à minuit, il passe à moins de 0,70 ici à 6h30 du matin. Donc on démasque un surdosage en faisant un saut de repas parce que souvent les sujets, avec le temps, ils augmentent leur dose de basal pour eux, c'est pour améliorer la GPP du dîner. C'est un problème très fréquent dans le diabète de type 1. Parce qu'on compense sur la basale, parce qu'on n'a pas peur de la basale, on a peur beaucoup plus de la rapide. Donc on sous-dose en rapide pour éviter les hypoglycémies rapides, instantanées, et on surdose après parce que le soir on est à 3 grammes et on augmente facilement la lente, parce que le risque hypoglycémique avec la lente il est émoussé. C'est-à-dire parfois on a des hypos, parfois on n'a pas des hypos. Parce que si on dort avec une hyperglycémie, je mange bien, un repas riche en lipides, je peux couvrir le risque hypoglycémique. Par contre, si je ne mange pas bien ou si je mange un repas normal, donc sans exagération, c'est la basale qui tire vers le bas et le patient va vous faire une hypoglycémie nocturne. Donc c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Dans le diabète de type 1, on a cette problématique de gestion du repas et on a un profil en escalier. On gère très mal le petit-déj, ça augmente, on gère très mal le déjeuner, on gère très mal le dîner. Lorsqu'on a des hyperglycémies nocturnes, on surdose en basale et on a une diminution de la glycémie nocturne. Ça, c'est un profil d'une bonne couverture de la basale. Si vous avez un patient chez qui vous avez fait un travail de réduction des doses, lorsque je saute un repas, je tombe sur des glycémies stables. Ça, c'est une bonne couverture de la basale. Vous voyez la différence entre ça, c'est une basale qui tire vers le bas, et ça, c'est un profil d'une bonne couverture avec la basale, c'est plat. Ça, c'est un patient, on a identifié chez ce sujet sa dose d'insuline basale, il n'y a pas de variabilité, il n'y a pas de diminution ou d'élévation de la glycémie basale. Le deuxième point qui est très important, on va passer rapidement, par contrainte du temps, c'est comment corriger une hyperglycémie. Comment corriger une hyperglycémie instantanée? Oui, c'est le bolus correctif qu'on peut donner en préprandial, comme on peut le donner en dehors du repas. Le bolus correctif. Le bolus correctif, c'est que le patient, il peut vous poser la question, il a le droit de le faire, il vient au cabinet, il vous dit, docteur, j'ai un problème, lorsque je mange, j'oublie ma dose d'insuline, qui m'a dit le docteur Hannachi, j'oublie ma dose d'insuline, et après, je me retrouve à 4 grammes, sans cétose, parce que la cétose, c'est une urgence. Sans cétose, qu'est-ce que je fais? Un bolus, oui, mais combien? Combien pour ne pas rester en hyperglycémie et combien pour ne pas tomber dans l'hypoglycémie? Donc, il y a également une technicité très simple à utiliser. Il y a l'estimation, c'est la règle des 1800. J'estime et j'implémente et je vois le retour. J'estime, j'implémente et je vois le retour. C'est ça la logique en diabétologie. J'estime, j'implémente, pour le patient, oui, vous faites ça. Après, on va voir les résultats sur plusieurs expériences et à partir de là, je vais raffiner. Donc, mon facteur de sensibilité, ce qu'on appelle l'ISF, Insulin Sensibility Factor, ou là, le Correction Factor, c'est la même chose, le CF ou l'ISF, c'est la même chose. Donc, 1800 sur dose totale journalière, j'implémente chez un sujet en hyperglycémie. Si on est sous stylo, c'est plus de 2,50 g. Si on est sous pompe, à 1,80 g, je peux implémenter. C'est différent. Parce que la correction factor sous pompe ou sous stylo, c'est différent. Parce que sous stylo, il faut avoir une hyperglycémie plus de 2,50 g pour pouvoir implémenter parce que le patient risque de faire des hypoglycémies. Donc, on fait attention. Oui. Donc, j'implémente en l'absence de cétose, en l'absence d'une injection préalable d'insuline rapide et d'un repas également, minimum 3 heures, et il fait l'injection, et 4 heures après, je vais évaluer, 4 heures après, et non pas 2 heures, parce que beaucoup de gens évaluent après 2 heures, c'est 4 heures après, en fin d'action de la rapide, et je vais
c'est-à-dire définir le correction factor, c'est le pouvoir hypoglycémiant d'une unité d'insuline. C'est le pouvoir hypoglycémiant d'une unité d'insuline. Oui. Oui, si je prends 76, 1800 sur 76, j'ai un correction factor à une unité diminue de 25 mg par décilitre. Je vais dire aux patients, très simple, pour réduire de une unité, il vous faut 1 gramme, il vous faut 4 unités, dans le langage simple. Même si le patient ne voulait pas lui montrer les formules ou le truc, vous faites pour vous. Donc pour 1 gramme, il vous faut 4 unités. Oui. Vous avez la dose totale. Vous pouvez estimer. Après, dans l'intelligence, pour éviter le risque hypoglycémique, on ne vise pas le 1 gramme, on vise le 1,50. Vous voyez un petit peu comment je peux changer. C'est-à-dire, oui, 1800 sur une dose totale journalière. Après, je vais demander au patient en consultation, mis à part dans les cas urgents, mais en consultation, je peux demander au patient de le faire. Par exemple, il va le faire. 325 mg par décilitre. Je veux réduire de 2 grammes, je veux le ramener à 1,25, il y a 200 supplémentaires. Sur 25, il lui faut 8 unités. Donc il va l'essayer. Par exemple, il va l'essayer, il va mettre 8 unités. Mais il fait 60 mg par décilitre. Il a 3,25 g. C'est le correction factor estimé. Là, une unité fait baisser de 25 mg. Donc pour 1 gramme, il te faut 4 unités. Il est à 3,25. Pour le ramener à 25, j'ai un différentiel de 2 grammes. 4 unités pour 1 gramme, donc 8 unités pour 2 grammes. Il va l'essayer. Il dit, docteur, mais je l'ai essayé. Il a eu une hypoglycémie, ça arrive. Je dois recalculer. Ah oui, mais on va recalculer. De 325 à 60, je veux voir la différence. Elle a fait baisser combien ces 8 unités? Je vais recalculer, je tombe sur 33 mg par décilitre. Voilà. Oui, finalement 8 unités. Ils ont baissé la glycémie de 3,25 jusqu'à 60. Donc il y a un différentiel de 325 moins 60. Mais ça c'est pour 8 unités. Mais j'ai besoin de une unité, elle fait baisser de combien? Je divise par 8. Donc je tombe sur 33. Qu'est-ce que je vais dire au patient? La prochaine consulte. Finalement, chez vous, 1 gramme, il te faut 3 unités, non pas 4 unités. Je passe de l'estimé au réel. Oui, j'estime au début. Et après, un patient, il fait les 8 unités, il est en hyperglycémie. Je réévalue, non, pour vous, il vous faut 5 unités pour 1 gramme. Il est résistant. Finalement, la consulte du DT1, des profils patients avec l'expérience. Oui, pour 1 gramme, il te faut 10 unités. Pour 1 gramme, il te faut 3 unités. Et pour 1 gramme, il te faut 4 unités. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir des couloirs. Et c'est des couloirs que vous allez utiliser en consultation. Les calculs, c'est juste pour vous, pour commencer. Mais après, avec l'expérience, vous allez voir rapidement. Le patient, c'est le couloir, tu as 3 unités pour 1 gramme. Le patient, c'est le couloir, tu as 2 unités pour 1 gramme. Le patient, il est résistant. Pour réduire de 1 gramme, il lui faut 4 unités. C'est des messages simples à implémenter en pratique.